il y a des sujets où on pense comprendre, maîtriser. Et puis arrive une personne qui vous explique les choses de manière totalement différente et ça change de manière profonde et sur la durée votre manière d'envisager le dit sujet. Et je crois que c'est ce qui va se passer aujourd'hui quand vous allez écouter cet épisode sur la confiance en soi. C'est un sujet dont on parle tous, toutes, on lutte tous, toutes avec notre confiance en soi, avec le syndrome de l'imposteur, avec tout ce qui est lié à ça. On a l'impression qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus confiance en elles et puis d'autres qui en ont moins, etc., etc. On a tous ces exemples en tête. Et puis justement, parce que ce sujet est complexe, il y a l'Institut Eranos, qui est un institut de sociologie, qui a décidé de faire une grande étude pendant 3 ans sur un peu plus de 11 000 femmes dans 11 pays pour mieux comprendre de quoi il s'agit précisément. Et aujourd'hui, je reçois Emma Monseignon, qui a dirigé cette étude pour l'Institut. Et vous allez comprendre pourquoi on parle d'abord uniquement des femmes et pas des hommes. Vous allez comprendre pourquoi la confiance en soi, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que juste dire à quelqu'un « mais il faut que tu aies confiance en toi ». Et c'est un épisode qui, moi, je trouve, je pense, va complètement modifier votre manière d'envisager ce sujet. Et je vous demande assez rarement des choses, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez envoyer cet épisode à une personne, ou plusieurs personnes évidemment, pour lesquelles vous avez beaucoup d'admiration et qui, justement, manquent de confiance en elles. Et simplement aussi de leur dire à elles que vous avez confiance en elles. Et ça, vous allez l'entendre, comprendre un peu mieux pourquoi je dis ça. C'est une chose vraiment extrêmement importante. Donc, je vous laisse écouter cet épisode. J'attends vos commentaires, évidemment. Allez, Blanc, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va plutôt pas trop mal. On va parler de confiance en soi et des femmes en particulier. Je voudrais qu'on puisse commencer par comprendre ce que c'est que la confiance en soi. Parce qu'a priori, c'est un concept qu'on arrive à comprendre. Et en fait, ce qui ressort dans l'étude, c'est que c'est pas si clair que ça. Non. Donc oui, nous on a fait cette grande étude pour comprendre, mesurer et augmenter la confiance en elles chez les femmes dans le monde. Ça, c'est là, on aimerait faire ça. Donc, on a commencé par faire beaucoup de recherches, donc ce qu'on a appelé la partie académique. Donc, on est allé chercher tout ce qui avait déjà été fait sur le sujet, donc philosophie, sociologie, anthropologie, tout ce qui finit par J. Non, je rigole. Et parce que bon, c'est quand même un sujet qui a été pas mal documenté. Et on est arrivé à la conclusion, en fait, de cette première partie académique, que la confiance en soi, ça vient pas, en fait déjà c'est pas quelque chose de inné, contrairement aux idées reçues, tu n'es pas avec confiance ou pas confiance. Je pense qu'il y a aucune femme qu'on a interviewée, la première question c'était qu'est-ce que c'est pour vous la confiance en soi ? Et après est-ce que vous en avez ou pas quoi ? Il y a aucune femme, déjà il y a aucune femme qui est arrivée avec une réponse très claire, et il y a aucune femme non plus qui nous a dit oui, j'ai toujours eu confiance en moi. Et donc nous, on est arrivé à la conclusion, suite à cette première partie de recherche, qu'il y avait 14 sources dans lesquelles on pouvait aller puiser notre confiance. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que en fait on les a classées des sources de confiance qui sont les plus établies en toi, donc qui sont vraiment ancrées dans toi, qui sont limite inconsciente, donc mettre un pied devant l'autre pour marcher, des choses comme ça, à des formes de confiance intérieure, à des formes de confiance plus normatives, donc là c'est vraiment les normes imposées par la société, etc., à des sources qu'on a appelées mythiques, qui sont finalement les sources les plus extérieures. Et en fait la confiance en soi, contrairement à son nom, le grand enseignement de l'étude, c'est que c'est quelque chose d'hyper collectif et non pas d'intérieur, c'est pas individuel, ça se possède pas, ça se transmet, ça s'échange, ça se donne. Et donc voilà, finalement le mot ne correspond pas à la définition qu'on en a trouvée. C'est hyper intéressant parce que
On a tous en tête, tous et toutes, en tête des personnes où on se dit ah mais lui, elle avait tellement, ou il a tellement confiance en lui, en elle. On a toujours ces modèles dans nos têtes et on se dit toujours ah mais moi j'ai pas très confiance en moi, etc., etc. Et en fait ce que tu dis, et en fait c'est quasiment renversant quelque part. C'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui t'appartient vraiment, c'est quelque chose que les autres ou que la société peut te donner. C'est assez incroyable finalement. Oui, bah en fait, parmi les 14 sources dont je te parlais, en fait, la source qui revient vraiment dans tous les pays, c'est ce qu'on a appelé support system. C'est une forme hétéronomique. En fait, c'est, pour le dire simplement, c'est la validation et l'approbation des autres et le soutien des autres, des pairs. Et donc ça se matérialise par plein de situations différentes. Ça peut être les pairs, une communauté avec des pairs. Ça peut être tes managers, tes collègues. Ça peut être aussi tout simplement la conformité en fait des normes sociales. En fait, la confiance en soi, c'est une attente d'attente. Donc ça va être ce que je pense que les gens attendent de moi. Et donc c'est un peu rentrer dans les clous finalement. C'est un peu ne pas avoir l'air folle, ne pas... c'est vraiment se conformer à ce qu'on attend de nous. Et alors du coup, ça m'amène naturellement à cette question qui est pourquoi vous êtes intéressé plus aux femmes qu'aux hommes ? Est-ce que c'est parce que les attentes justement... les attentes de la société auprès des femmes sont plus fortes que les attentes qu'on a auprès des hommes? Alors, du coup, je sais pas si c'est qu'elles sont plus fortes. C'est simplement que les attentes sont, comme beaucoup de choses dans la société, ont pris pour référent l'homme. Mmh. Et donc, par définition, c'est pas adapté. Enfin, les femmes ont besoin de plus s'adapter, se conformer à des standards finalement qui ne leur correspondent pas. Tu vois, donc c'est juste que, donc par exemple, si on prend des situations professionnelles, parce que bon, on passe quand même beaucoup de temps dans les entreprises, etc. Et bon, on sait que il y a beaucoup moins de femmes dans les comités de direction, etc. Mais par exemple, tu vois, tout, que ce soit, je sais pas, les émotions, même les blagues, la tenue vestimentaire, etc. Ben tout ça, le comportement qu'on attend de quelqu'un qui est dans un comité de direction, c'est tous les standards masculins. Mmh. Et donc du coup, par définition, une femme qui arrive à un poste très haut placé, et on en a rencontré beaucoup dans l'étude, bah en fait, elles doivent se conformer à ces codes masculins-là pour grimper les échelons finalement. Mmh. Et ça donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé plus aux femmes, parce que la manière de construire, enfin toutes ces conditions qui sont pas faites pour aider les femmes à construire leur confiance en elles, c'est une en tout cas, c'est plus difficile pour une femme de construire sa confiance dans ces conditions-là qui sont pas propices à elle. Oui, du coup, c'est centré, c'est d'abord donné par l'autre, enfin par la société et par l'autre, mais en même temps dans une construction purement masculine. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, forcément, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. Il y a un misfit absolu, quoi. Ouais. Et enfin, je trouve ça hyper intéressant de voir, enfin, ce que tu décris, c'est-à-dire d'abord, c'est pas quelque chose qui t'appartient, même s'il y a des éléments qui sont à l'intérieur de toi, ce à quoi tu faisais référence, par exemple le fait de pouvoir mettre un pied devant l'autre, etc. Ça, ensuite l'idée que effectivement il y a un souci dans une société patriarcale, et c'est vrai qu'on voit beaucoup, et d'ailleurs on le reproche souvent, il y a un certain nombre d'hommes qui vont reprocher ça à des femmes leaders, de dire en fait elles se comportent entre guillemets comme des mecs, oui. Mais parce qu'en fait en réalité elles ont pas vraiment le choix. Bah oui. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Et sinon elles auraient pas confiance en elles, ou en tout cas elles n'arriveraient pas à grimper les échelons. C'est vraiment... Après, en fait, il y a une autre source de confiance qu'on a appelée womanhood. Womanhood, en fait, ça veut dire féminité, mais et en fait, c'est une forme de confiance archétypale et qui serait... on voit que c'est une source qui est très peu mobilisée par les femmes, mais en fait, c'est une forme... C'est un charisme qui serait proprement féminin. Et en fait, dès qu'on parle de ça, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui est singulier
chez une femme, il y a des choses qui, enfin, et tout de suite on pense à la douceur. Non, mais on tombe dans les stéréotypes, donc tout ce qui a été fabriqué finalement par la société patriarcale. Et je vois pas, alors qu'il y a, on voit des femmes entrepreneuses qui ont une manière bien à elles de faire de l'entrepreneuriat. On voit par exemple des femmes vigneronnes qui font du vin, et ben ça donne un vin particulier qui n'est pas le même que si ça avait été fait par un homme. Et je veux dire, c'est pas grave, faut juste accepter et puis puiser là-dedans comme une force. Donc enfin donc les femmes ont tendance effectivement à emprunter les codes masculins pour s'élever. Mais pourquoi on pourrait pas tout simplement emprunter des codes, codes féminins en fait, quels qu'ils soient. Déconstruire en fait quelque part les codes de la confiance en soi. Finalement, c'est un peu ça. C'est déconstruire pour reconstruire. Par exemple, tu parlais tout à l'heure du patriarcat et mais tu vois, moi je me dis. On est d'accord, c'est censé, c'est du bon sens. On cherche pas à ce que les femmes soient au-dessus des hommes ou les hommes au-dessus des femmes. Enfin, on veut juste que ce soit égal. Mais du coup, comment t'expliques que dans le monde entier, il y a aucune société matriarcale. Enfin, peut-être une tribu au fin fond de l'Amazonie. Il y a quelques tribus. Ok, d'accord. Mais en fait, et je dis pas qu'il faut une société matriarcale. Je dis simplement que pour arriver à est-ce que tu connais des trucs qui sont à égalité où le modèle inverse n'est juste pas possible? Tu vois, s'il y avait des sociétés matriarcales, on aurait moins de mal à rétablir un équilibre. Au moins, ça serait la preuve que ça peut marcher dans l'autre sens, tu vois. Il y aura un exemple. Là, il y en a, ça n'existe tout simplement pas. Donc, ça montre que c'est un problème. Et en même temps, si je fais le mâle alpha débile, je pourrais te dire, bah oui, mais ça montre que simplement les sociétés sont faites comme ça et que du coup, on est censé être dans des sociétés patriarcales. On pourrait aussi prendre à l'instinct, non? Enfin, je sais pas. Je me dis, si je suis vraiment de très très mauvaise foi. Mais tu n'es pas de très mauvaise foi. Je suis pas très mauvaise foi, je fais exprès. Mais néanmoins, tu vois, ça peut être, tu vois, et c'est vrai, c'est Harari qui dit ça, qui dit, en fait, finalement, j'ai cherché des sociétés matriarcales. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait cette domination masculine. Et finalement, j'ai pas trouvé. Enfin, alors bien sûr, il y a quelques tribus par-ci par-là matriarcales, mais quand même majoritairement, on est sur des sociétés patriarcales depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Et en fait, c'est hyper compliqué, je trouve, à comprendre comment ça s'est mis en place et comment tu le déconstruis derrière. Enfin, parce qu'il y a la question, évidemment, et on va y venir, bien sûr, c'est comment on arrive à déconstruire ça derrière. Parce que concrètement, ça semble compliqué parce que c'est mis en place depuis, globalement, l'existence enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais l'existence des sociétés humaines. Vas-y, je sais pas si t'as... ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on voit que c'est pas porteur. Enfin, ces inégalités-là, enfin, tu dis, oui, bah, en gros, ça marche très bien comme ça. Mais non, en fait, on voit bien que si on donnait des conditions propices aux femmes, parce que la confiance en soi, c'est passer à l'action, quoi. Et on voit bien qu'il y a plein d'études qui montrent que dans des entreprises où il y a plus de femmes au board, elles sont plus prospères, elles sont, enfin, donc on voit que ça fonctionne, enfin que c'est pas un bon fonctionnement. Donc et pour changer ça, tu vois, on parlait tout à l'heure, je te disais que la confiance en soi, c'est la conformité, ça passe par le collectif. Donc ça, c'est vraiment je vais un peu marteler ce truc-là, mais parce que tu vois, quand on parlait de bon sens justement. Mais le bon sens, pourquoi il est bon? Mais parce qu'il est commun. En fait, le sens, quand on parle de le sens commun, tu vois, c'est parce qu'on partage ces idées-là. Et donc, c'est pas tellement que le sens, il est bon ou il est pas bon, c'est qu'il est commun. Et tu vois, c'est vrai, encore une fois, la confiance en soi, on a l'impression que débrouille-toi avec ta confiance en toi. Tu vois, en ce moment, un petit stage de c'est coaching, ouais, exactement, développement personnel, coaching et tout. Alors attention, je dis pas du tout que le coaching c'est mal ou quoi. Je dis simplement que ce qu'on a trouvé dans l'étude, c'est que
les sources de confiance qui sont le plus sollicitées et qui permettent le plus d'augmenter le niveau de confiance, c'est les sources qui sont collectives. Et du coup, par exemple, on a demandé aussi, on a demandé aux femmes, est-ce que vous suivez une thérapie, est-ce que ça a un impact sur votre confiance? Et en fait, collectivement, dans les résultats, il y a pas de corrélation en fait. Bon après, gagner confiance en soi, c'est loin d'être le seul but d'une thérapie. Donc tout va bien. Je dis pas du tout que la thérapie c'est mal, mais en tout cas, voilà. Et puis je crois que tu vois, pour déconstruire ce que moi j'ai dit juste avant. Quand même, je crois qu'on est arrivé aussi à la fin du modèle, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un modèle hyper patriarcal, mais qui du coup détruit le vivant. Et là, en fait, on se retrouve un peu on dit ça, pied au mur. Pris au piège. Le pied au piège. Le pied au mur. Pied au mur, c'est ça. Parce que, en fait, on a détruit le vivant, ou en tout cas, on a tellement détruit le vivant qu'on arrive à une 6e extinction de masse, et que du coup, aller dans le sens du vivant, c'est aussi, je crois, aller dans le sens du féminin, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore les femmes qui donnent naissance. Donc il y a aussi cette logique, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin que c'est hyper nécessaire. C'est pour ça que je me moquais un petit peu en disant même ça a très bien fonctionné jusque là. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça va encore dans le sens de cette confiance archétypale dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, la virilité, c'est droit, quand t'es un boss, tu dois gueuler, taper du poing sur la table, etc. Et pourquoi est-ce que, tu vois, si on devait la qualifier, cette confiance archétypale féminine, oui, ça pourrait être une empathie particulière, et on le voit même quand je parlais de l'entrepreneuriat, c'est une capacité pour moi, ça c'est moi qui essaie de définir la confiance archétypale comme ça, même si elle peut être de plein de natures différentes. C'est juste qu'il faut qu'on accepte qu'elle soit pas la même que celle des hommes, c'est simplement ça. Moi je la définis comme une forme d'écoute et d'empathie. Quand tu dis c'est la femme qui porte l'enfant et tout, oui, et la femme elle a une espèce de truc matriciel, là où l'homme c'est un peu une espèce de droiture. Tout ça, je parle, c'est un peu des stéréotypes aussi, mais c'est vrai, c'est comme construit comme ça depuis la nuit des temps. Et moi je trouve que chez la femme, t'as pas besoin c'est pas forcément trouver la solution, c'est soutenir et être dans l'écoute. Et pour moi, ça, c'est un truc qui est typiquement féminin et qui est une vraie qualité. Et je discutais avec une femme dont je ne citerai pas le nom, dans une très grosse entreprise française, en plus très masculine, dans une industrie très masculine, qui est arrivée à un poste très très haut. Et elle dit avant, j'écoutais tout le monde parce que j'avais pas confiance en moi. Et maintenant que j'ai confiance en moi, j'écoute encore plus tous les avis avant de prendre une décision, quoi, tu vois. Je sais pas, il y a un truc de l'écoute, je trouve, qui est... voilà. Ouais. Il y a un thérapeute qui m'a dit cette phrase que je trouve intéressante. Je sais pas si tu veux réagir, mais qui était l'homme, c'est le bateau. Il va d'un point A à un point B et la femme, c'est la mer. Tout simplement. en toute simplicité. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vrai que dans cette énergie masculine, il y a vraiment ce côté un petit peu droit. Ce qui veut pas dire que les femmes ne le sont pas, etc. Non, oui, évidemment. Oui, bien sûr. Mais néanmoins, je trouvais ça vachement intéressant comme image. Et du coup, comme vous êtes allé faire une étude dans pas mal de pays, tout à l'heure, tu as parlé de Women's Hood. Moi, j'aurais tendance à le traduire, mais c'est peut-être une mauvaise traduction par la sororité, mais c'est peut-être pas le bon mot. Ouais. Donc nous, on l'a vraiment défini comme cette confiance archétypale là, dont je vous parlais. Mais en revanche, non, en fait, la sororité, ça serait plutôt cette source de confiance qui est la plus haute dans tous les pays, qui est le support system, donc c'est la validation par les pairs, etc., dont je te parlais. Et c'est vrai qu'on a constaté que donc en fait on a fait un baromètre, chaque pays a une note sur 10. Donc on a fait l'étude dans 11 pays et on voit que les pays dans lesquels il y a un sentiment
de communautés plus fort. Donc par exemple aux États-Unis ou au Mexique où il y a beaucoup de communautés, que ce soit la famille, des communautés sportives, ou même tu parlais de sororité, je sais pas, on pourrait penser à ces trucs de fraternité dans les universités américaines, ou je sais pas, ça peut être plein de n'importe quelle communauté, le sentiment d'appartenance à une communauté. Et donc notamment au Mexique et aux États-Unis où en fait la confiance en elle chez les femmes est plus forte grâce à ça. Et du coup, je me souviens que dans l'étude au Mexique en particulier, c'est hyper fort. C'est ça. Ouais, hein les Mexicaines ont la note la plus haute. Donc en fait, il faut aller faire un stage. Ouais. Il faut aller faire un stage. Après, c'est un peu paradoxal, tu vois, dans un pays où, c'est quand même macho, le pays où il y a le plus de féminicides au monde. Tu te dis comment c'est possible, quoi. Et il y a une confiance intellectuelle qui est très forte au Mexique et voilà ce truc de on se serre les coudes, on est ensemble et justement face à l'adversité aussi. Et quand tu dis on est ensemble, c'est on est ensemble hommes et femmes pour les femmes ou on est ensemble entre femmes? Alors bon, j'aurais plutôt tendance à dire entre femmes, mais bon, enfin. Et si je me souviens bien, évidemment, t'es pas allé dans tous les pays, mais t'es allé au Mexique, c'est ça, hein, ouais. si je me trompe pas. Ouais. T'as des exemples comme ça de femmes qui toi t'ont marqué parce que justement elles avaient cette confiance en elles qui était marquante, quoi. Ouais, marquante. Ouais. Bah oui, on est allé dans une banlieue de Mexico. En fait, ce qui était super intéressant de faire ces terrains-là, c'est que, pardon, je sors un tout petit peu du truc, mais c'est que on a visité ces villes-là, pas du tout comme on les aurait visitées en tant que touristes, tu vois. Bien parce sûr. que du coup, en fait, c'était hyper important pour nous de voir, de comprendre dans quel contexte, parce que c'était ta première question. La confiance en soi, c'est un phénomène ultra complexe. Ça se puise dans plein de sources différentes. Ça évolue d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Donc c'est quand même un sujet assez complexe. Pardon, du coup j'ai perdu le fil. Oui, non. Donc c'était hyper important pour nous d'aller chez elle, et de vraiment de passer du temps avec elle, qu'elle puisse nous expliquer, de voir où elles vivent, etc., etc. Et donc on a choisi un panel de différentes classes sociales, différents âges, etc., pour voir un petit peu un panel, quoi. Et il y a aussi des entretiens qui ont été réalisés dans la langue locale, en espagnol, selon les pays. Malheureusement, je ne parle ni russe, japonais, ni coréen. Donc aussi parce que ça pouvait être un biais, que ce soit pas leur langue natale. Bien sûr. Donc on a fait moitié-moitié entretien en anglais et dans la langue locale. Et donc bref, on a débarqué dans ce quartier qui s'appelle Ecatepec, dans la banlieue de Mexico. Déjà, tout le monde nous disait mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Parce que vraiment, je pense que ça doit être un des quartiers les plus dangereux, si ce n'est de Mexico, du monde, quoi. Ok. Donc voilà, et il y avait cette femme qui travaillait à l'université, qui était professeure, et qui nous racontait qu'elle voyait son voisin, vraiment maltraiter ses enfants et tout. Et elle avait le courage dans la ville où il y a le plus de féminicides au monde, d'aller l'interpeller et lui dire je vais appeler les flics. Et tu te dis mais où est-ce qu'elle puise ça, quoi. Enfin, on a vu des trucs. Oui, on a vu plein de situations différentes et vraiment marquantes. Alors, je peux plus te dire exactement qu'est-ce qui chez elle faisait mais en tout cas, un sacré courage, quoi. Ouais. Et ça, mais malgré tout, ce que vous retrouvez en termes d'études, c'est que ça vient de ce système de support. Oui, chez les Mexicaines, beaucoup, ouais. Et t'as parlé aussi de la confiance intellectuelle. Ouais. C'est lié à quoi? C'est lié aux études, la confiance intellectuelle? Oui, ouais, c'est lié à vraiment, tout le bagage intellectuel que tu peux avoir, tes diplômes, etc. Comme, en France, en tout cas, c'est plus... En France, les femmes n'ont pas noté particulièrement haut la confiance intellectuelle.
En revanche, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment un passeport, quoi. C'est le monde professionnel, c'est quelque chose d'important. Et si t'as un diplôme, ben t'as ton ticket d'entrée pour ce monde-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans un pays où la culture générale, etc. C'est assez. Enfin, et encore une fois, ça c'est les normes sociales dont on parlait tout à l'heure. C'est pour te conformer, il faut avoir un diplôme. Et idéalement haut. Mais après, dans les diplômes, après, il y a encore plein de discussions parce que c'est pas l'objet de l'étude, mais tu vois, de quel genre d'études tu vas faire et de pas faire des études qui sont dédiées aux femmes ou entre guillemets dédiées aux hommes, ce qui n'a aucun sens évidemment, mais on a tendance à voir ça quand même de manière, sur le marché du travail, c'est-à-dire que évidemment, quand tu t'intéresses, j'en sais rien, je pense à ma pote Aurélie Jean, à l'intelligence artificielle, ben oui, effectivement, t'as moins de femmes. Ou après, il y a aussi des fausses croyances, par exemple, sur le gaming, les jeux vidéo, où tu vas penser qu'il y a moins de femmes. Ou le code, Alors qu'en fait, sur les jeux vidéo, enfin, pas tous, mais il y en a plein où c'est moite-moite, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de femmes que d'hommes, simplement. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont pas, elles sont pas en haut des classements. Aussi haut niveau. Et parce que on revient à ce problème de confiance en soi, etc. Bah, c'est parce que les conditions sont pas là pour. Exactement. Et alors du coup, donc là, on s'est intéressé un petit peu au Mexique, enfin rapidement, et je me dis, il y a aussi l'autre partie du monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'Asie. Enfin, c'est aussi une zone sur laquelle vous êtes allé. Et en Asie, il y a évidemment une multitude de pays, mais je voudrais qu'on parle de la Chine parce que la Chine, pour moi, c'est un pays qui va avoir un impact extrêmement fort au niveau mondial, culturellement, même si on a l'impression que c'est un peu loin de nous et que trop souvent on a eu ce comportement un petit peu post-colonialiste de se dire non mais les Chinois en fait ils font les produits pas chers, tu vois, avec un racisme un peu bien présent, Niakoué, machin, enfin tu vois les trucs un peu horribles que voilà, les Asiatiques ils se tiennent droit, ils font pas de vagues, enfin tous ces préjugés hyper racistes sur les Chinois, et donc nécessairement ça va avoir des impacts sur nous, la manière dont la culture se développe là-bas. Comment ça se passe en Chine pour les femmes? C'est une très longue question pour ce qu'on a remarqué en Chine, ce qui est compliqué, c'est que c'est hyper compétitif, quoi. Donc, faut être le meilleur. Et on nous a beaucoup dit que même dans l'éducation, depuis tout petit, en fait, faut être le meilleur, faut cocher toutes les cases. Si à 30 ans, t'es pas marié et t'as pas des enfants, t'es considéré comme une ratée. Donc, cette conformité, elle est très forte là-bas, et ça me fait penser à une personne avec qui on a travaillé. Donc la fille, vraiment, mais brillantissime. Donc elle a été reçue deuxième à un concours sur 500 000 personnes. Donc en chinois. Elle a été acceptée à Columbia. Elle travaille au New York Times à Shanghai. Enfin voilà, vraiment une tête. Et son père, quand elle lui a dit qu'elle avait été reçue que deuxième, genre il s'étouffer, quoi. Et son père ne lui a jamais dit qu'il était fier d'elle. Et elle nous le dit, mais moi, mon père, c'est le client le plus difficile à satisfaire. Et c'est quand même fou, quoi. Donc ça, moi, ça m'a vraiment marqué, quoi. Et voilà. Après, en fait, ce qu'on a vraiment remarqué en Chine aussi, c'est que il y a chez les générations de personnes âgées, on va dire, chez les anciens, quoi, une vision, voilà, de ce qu'il faut faire pour leurs enfants, etc. Donc encore une fois, être marié, faire des enfants, être premier tout le temps, etc., etc. Et du coup, en fait, ça rend super difficile pour les jeunes chinoises de, en fait, il y a un gap générationnel et culturel sur les attentes, et du coup elles ont vachement de mal, ça c'est beaucoup ressorti, à parler de leurs émotions, à parler de leur situation de vie avec leurs parents ou leurs aînés, et donc voilà, il y a un peu un non-dit là-dessus. Donc en Chine, on peut se dire que la confiance en soi des femmes est pas au top du hip-hop, quoi. Si, bizarrement, elle est assez haute, mais en fait elle est assez haute parce que
elles notent très haut des choses qu'elles disent pas importantes pour elles. Donc en fait, ça, je pense que ça vient un peu aussi du fait que, tu vois, on est un grand pays, on est une grande puissance, on croit en l'avenir, par exemple. Dans tous les autres pays, la source de confiance qu'on a appelée utopique, donc c'est la capacité à se projeter dans l'avenir. Dans plein de pays, elle est super basse, cette confiance, parce que avec toutes les crises, etc., ben en fait, t'as du mal à te projeter. C'est voilà. Mais elle, bizarrement, l'utopie, c'est une des sources qu'elles ont notées hautes. Tu vois, c'est un peu le truc. Voilà, on est fort, on est puissant, on croit en l'avenir. Et donc ça, je pense que c'est un peu ancré culturellement. Et donc, en fait, quand je te disais, parce qu'en fait, on leur a demandé qu'est-ce qu'elles pensaient beaucoup avoir ou non comme source de confiance. Donc, est-ce que on l'a pas posé comme ça, évidemment, on posait des questions où nous, on savait les réponses qu'on allait chercher, mais on demandait pas, est-ce que t'as une confiance intellectuelle, tu vois, on posait des questions, voilà. Mais, et globalement, donc, on les questionnait sur les sources de confiance, mais on demandait aussi, donc, est-ce qu'elles en avaient pas beaucoup? Mais on demandait aussi, est-ce que c'était important pour elles ou pas? Et en fait, l'anomalie chez les Chinoises, c'est qu'elles notent très haut des sources de confiance qu'elles disent ne pas être importantes pour elles. Donc en fait, ça fait une espèce de corrélation négative où en fait, ok, les sources que t'as beaucoup, tu dis qu'elles sont pas importantes, et celles qui sont importantes pour toi, tu dis qu'il y en a pas beaucoup. Donc en fait, ça fait un espèce de du coup ça mix up. Du coup en fait, du coup la conclusion, c'est que leur note globale est haute, mais que en réalité, elles sont pas si confiantes que ça. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de la France et de la capacité de projection. Et il me semble qu'en France, c'est pareil, la capacité de projection, elle est assez faible aussi. C'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter. Ouais. Mais ouais, ça c'est un peu vrai en fait sur tous les pays d'Europe et même. Ouais. D'accord. Et si on revient en Asie, alors du coup vous êtes allé en Chine, au Japon et en Corée, c'est ça, hein, ouais. si je me trompe pas. Ouais. Tu peux me parler du Japon et de la Corée? Ouais. Ouais. D'ailleurs, en fait, c'est marrant par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, parce que en Corée, je sais pas si tu sais, mais moi, on a la chance d'avoir un bureau en Corée, et du coup, c'est notre bureau là-bas qui a mené l'étude là-bas. Mais en fait, en Corée, ils utilisent très peu le je. En fait, quand ils parlent, ils disent tout le temps nous. Ah bon? Dans la langue, quoi. D'accord. Sauf si vraiment t'as besoin de te détacher du groupe au sein duquel tu te places, ben en fait ils utilisent le nous. Et être, c'est d'abord être lié aux autres. Donc en fait, quand on reboucle avec le truc de la confiance en soi, bah en fait non, pour eux c'est beaucoup plus évident que le collectif est très important en fait. Et de la même manière, tu vois, quand on a interviewé, enfin du coup c'était pas moi, mais on m'a expliqué là-bas, et puis on a mené d'autres études aussi qui montrent ça. C'est que c'est assez difficile de faire parler une Coréenne sur elle. Toute seule, quoi. Alors que si tu prends un petit groupe de trois femmes, ben en fait l'effet de groupe va faire et le soutien entre elles va faire qu'elles vont beaucoup plus se livrer, beaucoup plus parler, interagir, que si t'es en face d'une seule personne, voilà, tu vas un peu sortir les rames, quoi. Je trouve ça hyper intéressant que le jeu soit. Parce qu'en fait, tu sais, je dis souvent qu'une langue, c'est pas juste une langue, c'est toute la culture qui va avec. Et cette notion de se dire que en fait, le jeu est hyper peu utilisé en Corée versus le nous, c'est un truc que je savais pas du tout, évidemment. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, la Corée, on est d'accord, c'est différent, c'est vraiment très différent de la Chine, en ce sens-là. Ben... Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je pense qu'il y a un collectif qui est fort, quoi, dans ces pays-là. Bon, après, ce qui est ressorti aussi, voilà, un peu partout, mais de manière plus flagrante là-bas. Après, quand tu parlais de langue, c'est vrai que la langue coréenne, elle est hyper hiérarchisée. Enfin, tu sais, je sais plus quoi, t'as 7 niveaux pour t'adresser à une personne ou à une différente personne. Oh, wow. T'as genre 7 manières différentes. Enfin, 7, je veux pas dire n'importe quoi, je sais plus exactement combien. En tout cas, beaucoup. Mais t'as beaucoup de manières différentes de t'adresser.
D'accord, en fonction du respect, voilà. du machin. Et donc ça montre encore ce truc de adopter les codes, quoi. Il faut rentrer dans les clous. En tout cas, adopter les bons codes pour dans les bonnes situations, dans le bon contexte, quoi. Et au Japon, parce que j'ai l'impression que le Japon c'est une société, enfin moi comme ça de l'extérieur, parce que je suis allé une fois au Japon, mais enfin bon, j'ai l'impression que c'est une société hyper patriarcale, hyper besogneuse, mais où les femmes sont assez asservies. Mais c'est mon image comme ça de l'extérieur, donc je sais pas du tout si c'est vrai. Ouais, en fait, non, t'as pas tort dans le sens où, bon, déjà, le Japon, c'est le pays où les femmes ont le moins confiance en elles. D'accord. Et ça, on l'explique par plusieurs choses. Déjà, l'humilité et la modestie, c'est vraiment une valeur centrale dans la société japonaise. Et en plus de ça... on leur apprend depuis tout petit à être bien poli, bien voilà. Et en plus de ça, il y a plusieurs études qui montrent que les hommes japonais n'ont pas une très grande virilité au sens dans lequel on l'entend, quoi. Et donc les femmes doivent encore plus se mettre en dessous pour ne pas, parce qu'en fait le truc central, quand je parle d'humilité au Japon, c'est ne pas heurter, quoi. Pas... Et en fait, les femmes qui sont confiantes, elles sont vues comme une menace pour les hommes, menace pour la virilité des hommes. Et donc, du coup, mécaniquement, elles sont obligées, entre guillemets, de se mettre en dessous, quoi. Je trouve que ça exprime hyper bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, que le référent, c'est le mal. Exactement. Et que du coup, la femme, elle se positionne en fonction. C'est horrible. Exactement. Hein, mais non, mais et en fait, ce truc-là, qui est très fort au Japon, pour les raisons que je viens d'expliquer, finalement, c'est juste emblématique de ce qui se passe aussi dans les autres pays. C'est pareil, en fait. C'est se positionner par rapport à l'homme. Et alors, du coup, le Japon, c'est le pays où la confiance en elle des femmes est la moins forte. Oui. C'est quoi le pays où c'est le plus fort? C'est le Mexique. C'est le Mexique. Et j'étais étonné aussi de lire qu'aux États-Unis, il y avait ce côté entraide, et que du coup la confiance en elle des femmes n'était pas si faible que ça aux États-Unis. Oui, non, les États-Unis, le score est assez haut. Toi, t'es allé aux US ou pas? Ouais. On a fait les deux côtes, en fait. On a fait East Coast, West Coast. Et donc moi j'ai fait New York. D'accord. Et vous n'êtes pas allé au centre, si ou... Non, pas trop. Non. Mais on n'est pas allé au centre, mais dans le choix des personnes. Il y avait un certain nombre de femmes qui avaient vécu dans d'autres États pour essayer justement de compenser ce manque de vision, en tout cas du centre. On a pris des femmes qui avaient vécu. Et du coup, il y a des femmes qui t'ont marqué ou pas aux États-Unis? Oui. Il y avait, en fait, je sais pas pourquoi, je me souviens particulièrement de cette femme. En fait, je me souviens, elle habitait au fin fond de Brooklyn, et donc j'arrive chez elle, une jeune femme super belle, dans une robe en cuir, je me souviens et tout. Oh, wow. et en fait, et donc j'arrive et tout, je m'installe chez elle, etc. Enfin, c'est quand même intime, hein, tu intime, vois. Bien sûr. En plus, t'arrives, tu la connais pas, t'arrives pour parler de confiance en soi. Tu vois, t'as des femmes qui, déjà, faut un peu briser la glace. Après, t'en as vraiment, elles se mettent à pleurer. Enfin, c'est hyper lourd, quoi. Moi, je ressortais de là, j'étais lessivée, quoi. Et puis surtout, il faut aussi un peu enlever ses lunettes d'occidental, quoi. Donc souvent, parce qu'en fait, tu vois aussi des femmes qui puisent leur confiance dans des trucs qui sont pas du tout comme toi, enfin qui toi ne te parlent pas du tout. T'as des biais, pas de voilà. Et donc souvent, fallait un peu vider son sac avant de partir en entretien, parce que surtout il faut pas réagir à des trucs qui te paraissent complètement insensés ou injustes ou bizarres. En fait non, il faut juste essayer de comprendre. Donc on vidait notre sac. Avant. Et donc cette femme-là, en fait, j'arrive chez elle et en fait, il se trouve que elle était témoin de Jéhovah. D'accord. Et donc elle c'était vraiment la confiance spirituelle. Elle faisait tout par rapport. Je juge pas du tout, mais c'est vrai que ça m'était tellement
Pas familier à moi. Et puis j'étais hyper surprise parce qu'en fait je savais pas du tout. Et donc du coup, voilà, c'était une des femmes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la religion, alors témoin de Jéhovah ou autre, j'imagine, mais ça peut t'aider. Et c'est quelque chose que vous avez remarqué ou pas du tout? Enfin, je sais pas, je te pose la question out of the blue, mais... Oui. Après, nous, on n'est pas rentré trop dans... Parce que la religion, elle est forte aussi. Où ça? Au Mexique, la religion elle est assez forte aussi. Ouais, c'est vrai. Après, nous, en fait, on a parlé de confiance spirituelle, mais en fait, on n'est pas trop rentré dans précisément dans la religion. Voilà, on a un peu parlé de toute forme de spiritualité, mais... Et après, c'est quoi est-ce qu'il y a des pays qui sont emblématiques, intéressants? Je crois qu'il y a la Russie. Vous êtes allé au Brésil aussi? Non, le Brésil, on n'y est pas allé. Non, malheureusement. Mais on a été en Russie. La Russie, c'est intéressant aussi parce que en fait, c'est en fait, le régime soviétique, c'est quand même un des premiers à avoir mis la femme à l'égal de l'homme. En fait, tu vois, à cause du communisme, en fait, tu vois, elles ont accès à tous les types d'emplois, elles travaillent comme les hommes, etc. Mais du coup, ce qu'on a remarqué, c'est que aujourd'hui, le communisme, ça reste quand même un gros trauma dans l'histoire et surtout, c'est vraiment un sujet hyper tabou. Et en fait, il y a un peu un truc, comment dire, tu vois, on voit pas pourquoi on parlerait des conditions de la femme alors qu'on était les premiers à en faire l'égal de l'homme, quoi. Tu vois, c'est pas un sujet, quoi. Voilà. Et en plus de ça, comme c'est un sujet tabou, en fait, c'est un peu inaudible, en fait, quoi. Et être féministe en Russie aujourd'hui, c'est pas simple, quoi. Soit t'es en lutte contre, soit tu te conformes, quoi. Donc c'est pour ça que t'avais sorti ce chiffre de 71% des femmes russes savent se conformer dans le contexte professionnel ou autre. C'est parce qu'en fait soit t'as pas trop le choix, en fait, tu te conformes dans les règles, sinon t'es vu comme en lutte contre. Et du coup, ça fait penser, moi ça m'évoque, tu sais, je sais pas si tu te souviens des Pussy Riot, oui, tu vois, bien. ces femmes qui étaient beaucoup dans le combat, justement, en Russie. Je pense que ça s'est pas très bien fini pour elles de mémoire. Enfin, je connais pas l'histoire, mais il me semble que ça s'était pas très bien fini. Et est-ce qu'en Europe, alors je sais pas si on dit que la Russie fait partie de l'Europe, mais c'est une autre discussion. Il y a des points saillants. Je sais pas, en Espagne, je sais plus exactement les pays où vous êtes allés, mais non, on n'a pas fait l'Espagne. En Europe, on a juste été en France, Angleterre et Allemagne. D'accord. Après, non, encore une fois, la confiance hétéronomique, donc le support des autres, etc. Le collectif, c'est vraiment ce qui drive partout. Après, c'est vrai que on pourrait se demander, parce que c'est vrai que en Allemagne, je crois qu'il y a 5 fois plus de femmes au foyer qu'en France. Et en fait, c'est pas un choix, hein. Non, parce qu'en fait, l'État t'invite très largement en Allemagne à rester à la maison, quoi. Et puis c'est aussi qu'il y a pas. En fait, c'est là où on revient encore aux conditions, à la société, etc. En fait, tout simplement, il y a pas de crèche. Enfin, c'est pas qu'il y a pas de crèche, mais il y a très peu de crèches. Bon, là, tu te dis, c'est il faut au moins laisser le choix. Quand je disais qu'il faut mettre les bonnes conditions pour que les femmes puissent construire leur confiance, là, c'est ça, c'est que tout simplement, là, c'est carrément des conditions matérielles qui font que c'est pas possible pour elles. Donc là, c'est un truc politique qu'il faut, mettez des crèches et peut-être qu'il y aura plus de femmes qui pourront s'épanouir dans leur vie professionnelle. Après, si elles veulent pas, elles font ce qu'elles veulent. C'est une autre histoire. Mais c'est vrai que j'avais entendu, j'ai des amis qui vivent en Allemagne, il y a ces sortes de crèches, mais il me semble qu'il y a pas mal d'éléments qui font que quand t'as un enfant, t'es plus qu'invité à rester à la maison, quoi. Et du coup, effectivement, tu vois, c'est ce qui finit par se passer, mais parce qu'on pourrait se dire, il n'y a pas de crèche, ça pourrait être aussi les hommes qui restent à la maison. Enfin, après tout, pourquoi pas? Et en même temps, ça se passe pas du tout comme ça, quoi. Et du coup, en Allemagne, de ce que j'entends,
dans ce que tu me dis, c'est que la confiance en elles des femmes en Allemagne est moins forte par rapport aux autres pays d'Europe, ou non, ça joue pas vraiment? C'est à peu près pas. France, Allemagne, Angleterre, c'est pareil, c'est 6-1. D'accord. C'est à peu près pareil. Je crois qu'il y en a un des trois qui se détache, mais genre de 0,1. Oui, donc rien du tout, vraiment, quoi. je l'ai pas un truc en tête, mais. Non, mais... non. Et vous êtes allé... je crois pas que vous soyez allé, mais vous êtes pas du tout allé sur le continent africain. Non, malheureusement. Donc en fait, c'est toute une... ça va être l'extension l'extension de l'étude, ça va être le continent Exactement, africain. En fait, il y a d'autres pays, j'imagine, que vous avez envie d'aller voir, le Brésil. Même l'Inde, ça serait hyper intéressant, bien tu sûr. vois, l'Inde. Enfin, ouais, avec le système de caste. Et, c'est hyper intéressant. Bon, là, déjà, on a fait 11 pays. Mais non, c'est énorme. Mais effectivement, du coup, c'est tellement intéressant, si tu veux, que tu as envie de te dire, mais attends, mais comment ça marche? On a vraiment envie d'en faire plus. Et puis, maintenant, surtout, ce qu'on a envie de faire, comme je disais au départ, cette étude, elle est vraiment faite pour... les trois mots d'ordre, c'était comprendre, mesurer et augmenter la confiance en soi chez les femmes. Et donc, en fait, maintenant... maintenant qu'on a rassemblé toutes ces données, on a puisé en elles, on est allé leur retirer les verres du nez pour comprendre, etc. Et maintenant, quelque part, on a envie de leur rendre. Ouais, d'augmenter, et donc, du coup. on a envie que ces résultats, ils servent, parce que, en fait, maintenant, on sait à peu près qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui fait que la confiance a du mal, chez les femmes, a du mal à se construire dans tel ou tel pays à cause de quoi. Et donc maintenant, on aimerait que les gens s'en saisissent et que ce soit les entreprises, parce que encore une fois, on voit que c'est un endroit qui est hyper important pour construire sa confiance en soi et qui aujourd'hui n'est pas propice. Donc que ce soit dans les entreprises, que ce soit des ONG, des assos, je sais pas, n'importe des clubs sportifs, j'en sais rien. On pourrait, tu vois, accompagner ces personnes-là ces structures en tout cas, à trouver des moyens. Et encore une fois, ces moyens passent beaucoup par le collectif. Et encore, du coup, comment on fait comment on augmente parce que j'ai la sensation, dans ce que tu décris, que comme c'est collectif, c'est forcément compliqué, quoi. Enfin, c'est pas une décision que tu prends, à moins que ça puisse être une entreprise qui décide de faire un certain nombre de choses dans l'entreprise, par exemple. Et du coup, je sais pas quoi. Comment on fait, en fait, pour aider à développer la confiance en elle des femmes? Ça, c'est un peu la question à $1000. Ah, c'est clair. Je te confirme. Donc, j'ai pas une réponse. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais déjà, quand on prenait l'exemple de l'Allemagne avec les crèches, déjà commencer par donner les bases structurelles et matérielles aux femmes pour s'épanouir et développer leur confiance en elles. Et puis, tout simplement, permettre aux femmes d'être des femmes, en fait. Là, on revient sur la confiance archétypale, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, en fait. Il faut être... tu vois, c'est juste leur permettre. Et après, sur le collectif, c'est permettre de se soutenir les uns les autres et pas devoir adopter des codes qui sont pas les tiens. Arrêter de vouloir toujours devoir se conformer, attendre ceci dans tel contexte. Non, acceptons les codes féminins de la même manière qu'on accepte les codes masculins et qu'ils soient pas la norme, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais c'est hyper intéressant. Enfin, c'est hyper intéressant, mais ça ouvre, chez moi, en tout cas, pas mal de questions. Je me dis, mais alors, du coup, c'est quoi les codes féminins? Tu vois, naturellement, je me dis, mais alors, attends, parce que du coup, ça, en fait, ça implique tellement de déconstruction, et je trouve ça passionnant, enfin, tu vois. Vas-y. Après, l'autre chose, qui me vient en tête, c'est, pour moi, en fait, comme on disait aussi tout à l'heure, c'est la confiance en soi, c'est une vision très occidentale. En fait, tu te dis, mais oui, il y a quand même un peu de dîner là-dedans. Donc, bien sûr, oui, par ton éducation, etc., mais en fait, c'est quand même très occidental de penser ça. Et encore une fois, la confiance en soi, c'est pas tant en soi que en les autres, en fait. Et c'est de recevoir la confiance de quelqu'un qui va augmenter ta confiance. C'est pas de dire, nous, aujourd'hui, avec le coaching, le développement personnel, tu vois, on est en mode, aie confiance en toi, machin. En fait, non, ça va plus m'aider si quelqu'un a confiance en moi, que si on me dit...
aie confiance en toi. Oui, c'est juste, voilà, fais-le, donne-la-moi ta confiance. Ouais, exactement, parce que sinon c'est un vœu pieux, quoi. Et en fait, la confiance en soi, ça qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui circule, quoi. Et on l'a vu beaucoup plus, justement, en Asie, notamment en Corée, voilà, avec ces... Et ça, je trouve ça... Déjà, rien que le fait de dire que c'est une vision très occidentale, et tu sais, bon, je sais que chez Eranos, ça vous tient à cœur, parce qu'il y a une proximité avec Maffezoli, mais de passer de la modernité à la postmodernité, de se dire qu'on passe de l'individuel au collectif. Mais il y a vraiment ça, tu vois, dans ce que tu décris, je trouve ça hyper intéressant de se dire que, quelque part, le développement du féminin, ou du féminisme, quasiment, c'est lié au développement du collectif et à la fin, entre guillemets, de l'individualisme. Je trouve ça, enfin, tu vois, genre, j'ai un mot en anglais qui me vient, tu sais, qui est mind-blowing, tu vois, c'est genre, waouh, parce qu'effectivement, enfin, tu vois, c'est des trucs auxquels tu penses pas, parce que t'as toujours, enfin, en plus là, tu touches vraiment ce que tu racontes, c'est que tu touches vraiment des constructions très profonde de notre société, c'est-à-dire qu'en fait c'est des choses que tu ne remets même pas en question. Typiquement, la confiance en soi, c'est pas un truc qui t'appartient à toi. Et en fait, tu vois, cette idée-là, elle est hyper puissante, parce que effectivement, nous, dans nos sociétés, ça semble tellement évident que la confiance en toi, ça dépend de toi, de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, de prendre des risques, de machin, de tes études, enfin je sais pas, peu importe XY. Que du coup, tu n'envisages même pas que ça puisse être différent dans une autre société, et tu n'envisages même pas qu'en fait, la réalité, c'est que, en fait, non, ça t'appartient pas. Je trouve ça, tu vois, genre, trop intéressant. Vas-y. Mais c'est ça, en fait, et il faut parler de ça, en fait, pour déconstruire cette idée-là. Il faut en parler. Et en fait, le problème, c'est que, comme je disais au début, on a l'impression que la confiance en soi, c'est débrouille-toi avec ta confiance et enfin voilà, go girl. En fait, non. Et à mon sens, ce qui est sorti de l'étude, c'est non, on peut pas se débrouiller tout seul avec notre confiance. Il faut qu'on se la donne, qu'on se l'échange, qu'on se la partage et du coup qu'on en parle. Et voilà, c'est comme ça, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on va y arriver, ouais. Super intéressant. Et alors du coup, ce podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Forcément, je voudrais claquer la porte aux inégalités. Et c'est un peu la réponse facile, mais voilà. Et puis justement à ne pas être gêné justement de parler de ces sujets-là, parce qu'on voit que c'est en parlant qu'on va l'améliorer. Donc voilà. Non, mais en tout cas. Et je rappelle que l'étude, elle est disponible en ligne, elle est gratuite. Je redonnerai l'URL, je pense que je la mettrai dans la description de l'épisode. Je sais plus si elle existe en français ou pas. Elle est uniquement en anglais. Alors pour l'instant, elle est qu'en anglais, mais en fait, il y a deux versions. Il y a une version longue et une version courte. Et la version courte, on va la traduire en français. Donc elle sera bientôt disponible en français. Super. Merci beaucoup, Emma. Merci, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.